Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Rebelle Capitaliste, toujours en bagnole pour vous entretenir de capitalisme, de libéralisme et de minarchisme. On n'est pas très nombreux mais on est dans le vrai donc on y croit. C'est l'idéal, ce vers quoi il faut tendre. Je voulais vous entretenir d'un sujet particulier qui est l'immobilier parce qu'il me semble que c'est un secteur assez spécifique en France, assez atypique aussi surtout. Mais aussi c'est un secteur qui souffre de nombreux biais, le déni, le biais d'habitude et aussi cette fameuse distorsion entre le prix et la valeur. Une distorsion de la perception entre le juste prix et la juste valeur. L'immobilier, je ne vous apprends rien, est un secteur particulièrement prisé des Français. Je pense que c'est un secteur qui est particulièrement prisé, notamment dans les sociétés de rentiers. Et nous sommes clairement une société de rentiers, puisque si vous suivez un petit peu les analyses de Charles Gave, il montre très bien que finalement notre déficit de productivité et surtout de compétitivité est dû principalement au fait que nous avons beaucoup plus de fonctionnaires qu'ailleurs, notamment qu'en Allemagne. L'Allemagne étant une société quand même relativement industrieuse. Et donc nous avons quand même une forte proportion de fonctionnaires dans notre société. À cela, il faut ajouter évidemment la notion de démographie qui fait que nous avons aussi beaucoup de retraités, de boomers, de personnes de plus de 60 ans. Bon, pas forcément beaucoup plus qu'ailleurs, mais en tout cas si quand même plus qu'en Allemagne, parce que le baby boom a été peut-être plus fort en France qu'ailleurs, suite à la guerre. Bref, nous avons tout de même une société de rentiers et les rentiers n'aiment pas trop le risque. Les rentiers aiment bien que la valeur garde sa valeur, voire s'apprécie. Et c'est ce pourquoi aussi en France nous avons tant aimé l'euro, puisque l'euro a été finalement une façon de continuer pour la France de s'endetter en s'arrimant aux coûts allemands, c'est-à-dire aux obligations allemandes. Nous avons très clairement baissé le coût de l'emprunt public en France grâce à cet arrimage de l'euro qui a été permis par comment dire, cette alliance franco-allemande. Vous savez peut-être que Mitterrand s'était plus à dire au moment de la création de l'idée de l'euro. Vous savez qu'il y a eu un SME, un système monétaire, un serpent monétaire européen avant la création de l'euro. Et donc ça a été décidé de longue date tout ça, et Mitterrand avait l'habitude de dire, en tout cas se plaisait à dire que avec l'euro, avec les Allemands, il avait donc réussi à clouer les mains des Allemands à la table de l'euro. Façon de dire que en gros les Allemands seraient arrimés à l'économie française et ne pourraient plus nous tailler des croupières au niveau industriel, parce qu'en gros leur euro serait un peu trop surévalué. Voilà. Sauf que c'est pas du tout ça qui s'est passé, et les Allemands faisant de la bonne industrie, ils ont continué à en faire, et finalement c'est notre industrie qui s'est désagrégée, notamment. Il n'y a pas que cet impact de l'euro, mais quand même c'est très important. Et donc nous sommes devenus de plus en plus une société de rentiers, ce que nous étions déjà un peu, mais on arrivait à écoper et à avoir un certain équilibre au niveau de notre tissu économique par le fait qu'on dévaluait régulièrement, et donc en dévaluant le franc on faisait perdre de la valeur aux rentiers, et donc on euthanasiait régulièrement les rentiers en France pour justement contrer cette tendance naturelle qu'on a en France malheureusement depuis, je dirais peut-être depuis les années 60, qui est de la concentration des rentiers dans notre économie. Donc l'immobilier se porte bien en France, mais il me semble que ce secteur est largement surévalué pour différentes raisons. J'entendais assez récemment Jean Covici, qui est plutôt un spécialiste du climat et un scientifique, un ingénieur, mais qui a tout de même une certaine connaissance du marché de l'immobilier parce qu'il s'intéresse à la rénovation immobilière. Il expliquait, il avait un chiffre qui donnait en 2020, et je pense qu'on est à peu près sur ces mêmes niveaux encore en 2021 et peut-être un peu moins en 2022, mais il faudra voir, selon lesquels il y avait 400 000 logements neufs
qui arrivaient sur le marché en France chaque année et seulement 200 000 nouveaux foyers chaque année. Vous avez quand même une distorsion très importante entre les nouveaux logements neufs, qui arrivent sur le marché et ceux qui sont susceptibles de les acheter et de les remplir. Donc ce fait à lui seul est bearish et baissier pour l'immobilier, il me semble. Ça concorde peut-être vos observations par chez vous. En tout cas par chez moi, je suis toujours surpris du nombre de bâtiments neufs qui sortent de terre au plein milieu d'une pré-crise économique majeure, au milieu d'une pré-crise mondiale au sens guerre mondiale majeure, après une crise sanitaire majeure, après des fermetures économiques, etc. Enfin bref, dans un contexte extrêmement déprimé, il me semble. Voilà, donc je suis toujours très surpris de constater que des gens vont acheter des biens à des prix au marché, donc assez surévalués, donc des maisons neuves notamment. Au plein milieu de cette situation, j'ai l'impression que nos contemporains n'ont pas bien pris la mesure de la situation et qu'ils sont sous l'effet, vous savez, ce qu'on appelle en économie l'illusion monétaire, c'est-à-dire en gros on emprunte, on s'endette, mais on n'a pas l'impression de s'être appauvri, alors qu'on s'est appauvri, parce que précisément les fondamentaux du marché sont mauvais. Aujourd'hui, une personne qui achète au prix son bien immobilier, au prix du marché je dirais, fait plutôt une mauvaise affaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des mauvaises affaires, mais qui s'illusionnent par ces signaux court-termistes au niveau de l'économie française, signaux court-termistes qui sont marqués par l'endettement peu cher encore pour l'heure, par tous les mécanismes de redistribution qu'il y a en France, par une certaine reprise malgré tout, enfin disons un retour à la normale suite au confinement, aux fermetures de 2020-2021, et s'illusionne un petit peu sur ces signaux qui finalement ne sont pas des signaux clairs de descente aux enfers économiques. Or c'est bien ce vers quoi nous allons, cette descente aux enfers économiques. L'immobilier me semble très surévalué aussi, pour une raison simple, et ça je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que de par quasiment tous mes podcasts, je peux l'effleurer, le toucher, voire le développer. Cette raison est simple, c'est que aujourd'hui nous sommes en période de création monétaire très importante, donc d'inflation monétaire très importante, donc d'inflation des prix à la consommation, d'hausse des prix à la consommation, et que cela va impacter énormément tous les ménages qui ont des proportions marginales à consommer assez intéressantes, c'est-à-dire les pauvres, parce que les riches ont des proportions marginales à consommer assez faibles, alors que les pauvres, eux, il faut qu'ils consomment et ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas beaucoup d'épargne, il faut qu'ils consomment beaucoup, et plus on est pauvre, plus on a une proportion marginale à consommer importante. Donc l'inflation, vous le savez, favorise d'abord ceux qui ont des actifs, dont les riches, et pénalise les pauvres. Or, les pauvres, évidemment, ou les catégories modestes, voire aujourd'hui les classes moyennes, sont celles qui remplissent les maisons, remplissent les appartements, et donc sont celles qui vont être le plus touchées par cette baisse du pouvoir d'achat liée à la hausse des prix, liée à l'inflation, liée à la création monétaire. Donc on voit déjà aux États-Unis un fort ralentissement au niveau du marché immobilier à cause de la hausse des prix, évidemment, aussi à la cause des matières premières, de la hausse des matières premières. Comme je vous le disais dans un autre podcast, cette hausse des matières premières va d'abord impacter les constructions neuves, parce que forcément vous avez plus de matières premières à apporter dans une construction neuve que dans l'ancien, mais ce sera que temporaire pour l'ancien, puisque l'ancien va in fine quand même pâtir de ces hausses des matières premières, parce qu'il y a toujours des rénovations, etc. Et ces hausses des matières premières sont très importantes. Et puis, donc, outre ces hausses des prix et ces hausses des matières premières, vous avez aussi aux États-Unis, plus vite qu'en France, parce que aux États-Unis les taux d'intérêt bancaires immobiliers sont souvent variables et pas fixes comme en France. Vous avez une hausse des taux d'intérêt, donc, et on est quasiment passé à 5%, rendez-vous compte, sur le marché immobilier US.
Donc ça fait sortir aux dernières nouvelles, là en début avril, presque 9 millions de foyers aux États-Unis du marché. Alors évidemment en France on a toujours moins de chiffres, moins transparents, etc. Évidemment si vous tapez immobilier plus actualité sur Google, vous allez avoir encore une actualité assez mitigée, vous allez avoir toutes ces actualités qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, ah bah oui, au Sables d'Olonne le marché reste encore très intéressant, etc. Alors forcément vous vous souvenez sûrement de la phrase de Warren Buffett: on ne demande pas à un marchand de chaussures si on a besoin d'acheter des chaussures neuves. Voilà. Donc ça sert à rien de regarder ce que vous disent les agents immobiliers sur le marché immobilier. Et ils vendent de l'immobilier. Ils vont pas vous dire que le marché est en train de se retourner, c'est évident. Par contre, bon, vous commencez à avoir quelques analyses au niveau journalistique et puis au niveau de quelques économistes qui sont un peu moins mainstream, disons. Notamment Jean-Marc Touati, même s'il est encore un peu trop optimiste, il me semble, qui commence à dire attention au marché immobilier, ça commence à se retourner, on pourrait avoir une correction de 15% en 2022. Voilà. Donc dans les fils d'actualité, on commence à voir quand même que c'est moins euphorique que l'année dernière. Alors vous avez ces raisons-là. Je reviendrai sur ces raisons-là parce qu'il y a quand même une appréciation à avoir, une analyse un peu plus fine à avoir. Je vais d'abord finir les grands indicateurs bearish, c'est-à-dire baissiers sur le marché immobilier. Un autre indicateur bearish sur le marché immobilier, très important, c'est la démographie. Je vous ai parlé du nombre de foyers, mais le nombre de foyers, ça ne vous dit pas tout encore, parce que, et je vous ai parlé des rentiers, du baby boom, etc. Mais justement, aujourd'hui, les baby boomers commencent à arriver à la retraite. Le gros des baby boomers commence à arriver à la retraite. Et quand on est à la retraite, et quand on avance encore plus en âge, le pouvoir d'achat se réduit. Et souvent, in fine, quand on a besoin d'aller dans une résidence service, une résidence senior, voire un EHPAD, et ben on vend son bien immobilier. Ou alors on n'attend même pas cela, on vend sa grosse maison pour les enfants, etc. avec X chambres et tout le tout team. Et puis on achète une petite maison en plein pied avec juste 2 chambres, voilà, pour être tranquille et finir ses vieux jours avec un peu moins de terrain. Voyez. Donc forcément vous avez quand même, avec cette disproportion démographique, aujourd'hui vous avez quand même beaucoup de vieux qui vont arriver vendeurs sur le marché et à côté moins de jeunes pour arriver acheteurs sur le marché. Je ne parle même pas de pouvoir d'achat, je parle juste de démographie, de quantité de personnes. Voilà. Et ça, il me semble que c'est un élément extrêmement baissier pour le marché immobilier. Alors, on pourrait se dire finalement que le marché immobilier, il a évolué avec les boomers, avec le baby boom, c'est-à-dire que voilà, il a grossi, il s'est surévalué, etc. parce qu'il y avait une grosse cohorte d'acheteurs, surtout depuis, disons, il y a 30 ans jusqu'à il y a encore 5-6 ans. Je pense que ça a commencé à se retourner déjà il y a 5-6 ans. Et puis bah, voilà, maintenant que cette cohorte s'affaiblit matériellement, parce qu'on vieillit, on meurt, et bien le marché va se dégonfler. C'est mécanique. Alors si vous ajoutez à ça le fait que les jeunes sont pauvres aujourd'hui et vont être de plus en plus pauvres avec l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, in fine, et bien vous avez un cocktail vraiment extrêmement baissier sur le marché immobilier. Alors les agents vont vous dire oui, mais les taux sont bas. Les taux sont bas, alors empruntez, messieurs, dames, profitez-en, les taux ne resteront pas aussi bas tout le temps. Et donc vous avez, in fine, cet argument qui consiste à dire, et souvent c'est les gens qui ont déjà acheté de l'immobilier et parfois assez récemment qui vous le disent, c'est un peu comme quand vous achetez une action qui commence à baisser et vous dites non mais elle est bien cette action, j'ai vu telle chose dans les actus, bref, vous convainquez vous-même que vous n'avez pas fait une connerie, quoi. Sauf que la connerie vous l'avez faite. Et bon, vous l'avez déjà acheté. Voilà, donc ça sert à rien d'essayer de justifier a posteriori l'achat. L'achat est déjà fait. Donc quel est leur argument? C'est de dire oui, mais avec l'inflation, je vais acheter un bien immobilier que vu que j'ai acheté mon bien immobilier avec un emprunt immobilier,
eh bien, je vais rembourser cet emprunt immobilier en monnaie de singe, en gros, monnaie qui va se dévaluer avec l'inflation. Et donc, je serai gagnant. Admettons, par exemple, j'ai emprunté à 2% sur 20 ans et je sais que la monnaie perd 10% par an. Donc, je suis gagnant. Voilà. Alors, cet argument est vrai, évidemment, mais il est vrai sur un marché stable. Il est vrai sur un marché stable. Il a été vrai entre 2010 et 2020, je dirais. Même bon, jusqu'à 2022. Bon. On est d'accord, si vous avez vendu cette année, début d'année, bon. Et au prix, vous avez fait une bonne affaire. Mais c'est un argument qui va devenir de moins en moins valable. Pour une raison simple, c'est que si en effet vous faites, admettons, je suis gentil, vous gagnez, j'ai dit tout à l'heure 8% sur la perte de pouvoir d'achat des euros. Hein, donc vous avez emprunté à 2 et les euros avec l'inflation perdent 10 en valeur chaque année. Donc vous gagnez 8. Bon, admettons vous gagnez 8 par an. D'accord, très bien. Mais si le marché cette année se retourne de 15%, 15% moins 8, ça fait 7. Vous avez perdu 7%. Si vous vendez votre baraque à moins 15% au bout d'un an, même si vous avez gagné un peu d'argent sur l'inflation, on va dire, sur la dévaluation monétaire, eh bien vous avez quand même perdu de l'argent. Bon, et admettons que le marché ne soit pas juste en correction, mais arrive en dépression. C'est-à-dire qu'on soit sur du 20 à 30% sur 2 ans. Et mettons, fin 2023, on est à moins 30%. Vous l'avez dans l'os. Vous avez perdu de l'argent, vous avez même perdu beaucoup d'argent. Alors pour ma part, je pense que le marché actuellement est surévalué d'au moins 50%. Vraiment du simple au double. C'est assez violent comme chiffre, mais je pense vraiment que c'est le cas parce qu'on a une inflation historique. Les chiffres récents d'aujourd'hui, j'enregistre, nous sommes mardi, les chiffres montrent une actualisation de l'inflation aux États-Unis de 17%. 17%, vous vous rendez compte? 17%. Si on continue sur ce rythme, en annualisé. En Europe, c'est pas beaucoup mieux. Hein. On est probablement dans ces niveaux-là. Donc, imaginez un peu le choc pour le marché immobilier. Imaginez le choc pour la croissance. Là, on est clairement déjà en récession économique. Hein. On est clairement en récession économique aujourd'hui en Europe. Donc, le marché est fortement surévalué. Quand vous regardez les indices, notamment la courbe des prix, vous savez, cette courbe qui calcule l'évolution des prix par rapport aux revenus disponibles des ménages français, on est clairement sur un facteur du simple au double. J'ai oublié le nom, je vous le dirai dans la description de la vidéo avec un lien pour aller voir cette courbe. Et puis vous avez aussi un autre indicateur fort, donc c'est l'indicateur entre l'évolution du PIB en France depuis, je dirais, 20 ou 30 ans et l'évolution des prix de l'immobilier nominaux depuis 20 ou 30 ans aussi en France. Et vous voyez clairement qu'il y a une différence du simple au double. Donc quand vous avez comme ça, alors si vous ajoutez en plus le chiffre de Jean Covici qui nous dit qu'il y a 400 000 logements neufs chaque année en France et 200 000 nouveaux foyers seulement pour les remplir, vous voyez encore qu'on est sur un indicateur du simple au double. Alors vous me direz évidemment ces 400 000 logements qui arrivent, ça arrive, ça se surajoute simplement aux millions de stocks de logements qui existent déjà. Donc on n'est pas, voilà, c'est une évolution marginale. Mais sauf que le marché, que ce soit sur l'immobilier, sur les actions ou quoi que ce soit, le marché, il cote sur l'évolution marginale. Vous n'attendez pas d'être aux fondamentaux pour pricer les fondamentaux. Vous les pricez en avance. Pour une raison simple en plus, c'est que sur l'immobilier, vous allez détenir le bien au moins quelques années. Donc il faut que vous anticipiez les prix de l'immobilier sur 2-3 ans. Voilà. Donc ces 400 000 nouveaux logements pour 200 000 nouveaux foyers, pour moi ça veut quand même tout dire.
même si on n'est que sur une valorisation à la marge du marché immobilier, et bien vu que le marché immobilier fonctionne sur les gains marginaux et les anticipations marginales de gains, et bien ça fait un marché. Pour moi, ça fait un marché. Donc il me semble, et c'est mon pari, et j'avoue que c'est un pari osé, mais il me semble que d'ici 3 ou 4 ans, le marché immobilier devrait être redégonflé à hauteur du double au simple, pardon, de la même façon qu'il l'a fait dans les années précédentes où nous avions eu un dégonflement de du marché immobilier, alors qu'il était bien moins gonflé, surévalué, comment dire, il me semble, dans les années fin des années 80, début des années 90, et ça avait dégonflé de la même façon. On était revenu aux revenus disponibles, comment dire, à l'évolution long terme du revenu disponible français. On était revenu sur la courbe. On était revenu au niveau du PIB, à l'évolution PIB sur long terme. Voilà. Donc on va y revenir aussi. Ce n'est pas parce que il y a un biais d'habitude, c'est-à-dire ce n'est pas parce que le marché immobilier est là depuis longtemps, il se porte bien depuis longtemps, les gens aiment l'immobilier depuis longtemps, que ça va continuer à se passer comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait un déni psychologique sur ce qu'est le marché immobilier. Le marché immobilier est comme tous les autres marchés, même si en France on aime ça particulièrement par rapport aux autres marchés, mais quand même, c'est comme les autres marchés, il revient tôt ou tard aux fondamentaux. Et puis, eh bien, il ne faut pas s'illusionner par le prix immobilier. Ce qu'il faut voir, c'est la valeur. Et la valeur de l'immobilier, vous savez, elle n'évolue pas tant que ça. Un bien immobilier, c'est un bien immobilier. Et il y a très peu de gains de productivité, d'innovation sur l'immobilier. L'immobilier, c'est l'immobilier. C'est tout. Aujourd'hui, vous allez peut-être faire de la rénovation, mais c'est pour répondre à la hausse des prix de l'énergie. Finalement, elle est où votre valeur sur l'immobilier? Elle est très faible. Vous aviez eu des gains de valeur sur l'immobilier, notamment pour tout ce qui est colocation, Airbnb, etc. Alors oui, peut-être là vous aviez des niches, notamment touristiques, qui se créent, mais sinon un bien immobilier, c'est un bien immobilier. Il n'y a rien à retirer de plus. C'est un terrain, c'est un terrain. 4 murs, c'est 4 murs, point barre. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que sur les projections, notamment de Jean-Marc Touati, qui nous montre assez clairement, je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo dans la description, vous verrez, c'est très intéressant. Sa projection tient compte de l'évolution PIB long terme et tient compte, il me semble, marginalement seulement de la baisse du PIB en France. Or, si les prix d'immobilier doivent revenir sur la courbe d'évolution du PIB, il faut aussi tenir compte, me semble-t-il, de la baisse de cette courbe du PIB. Parce que, comme je vous le disais, selon moi, nous sommes en récession aujourd'hui. Or, évidemment, le PIB officiel ne révèle absolument pas cet état de fait. On est encore sur le fait qu'on est en reprise économique, etc. etc. Bon, tout ça, c'est complètement stupide. On est en récession aujourd'hui. C'est évident. Avec la baisse de la production pétrolière, avec la hausse des prix des carburants, de l'énergie, c'est évident que nous sommes en récession. Rien qui n'a posé problème depuis 2020 n'a été réglé en 2022. Voilà. Il n'y a pas de raison d'être beaucoup mieux en fait. Alors, on a eu un rattrapage en 2021, soit, mais aujourd'hui on va redescendre et on va redescendre fortement. Donc il faut aussi voir que la courbe du PIB elle est dynamique et donc elle va baisser. Donc votre retour à la normale de la courbe immobilière va aussi baisser d'autant plus que le PIB ne va baisser. Autrement dit, vous allez rejoindre une courbe qui non plus montait comme avant, mais va baisser désormais. Donc il me semble qu'aujourd'hui vous prenez de gros risques à investir dans l'immobilier avec les prix du marché. Franchement, aujourd'hui, si vous achetez un bien immobilier au prix affiché, vous faites une mauvaise affaire. Je vous conseillerais très sérieusement de faire deux choses. Un, de viser des biens immobiliers qui sont à minima à moins 10, moins 15% par rapport au prix moyen actuel du marché, pour tenir compte au moins de la baisse du marché en 2022 qui me semble actée et à peu près certaine.
Et aussi, autre chose que vous devriez avoir très clairement en tête, c'est le fait que ce bien immobilier, vous pourriez devoir avoir à vous en séparer beaucoup plus vite que prévu. En tout cas, si vous avez une logique de valeur, d'investissement, etc. C'est-à-dire sous 2-3 ans en fait. Voilà. Et de couper les pertes si mes projections se sont avérées justes. Voilà. Donc, alors, quand même, pour apporter la contradiction, quels sont les facteurs haussiers sur le marché immobilier? Eh bien, on nous dit qu'il y a toujours plus de foyers. Hein, vous savez, les gens divorcent plus, etc. Toujours plus de foyers. Bon, avec le chiffre de Jean Covici, il me semble avoir montré que c'est un élément haussier qui est neutralisé. Parce que vous avez quand même plus de logements neufs qu'on crée aujourd'hui que de nouveaux foyers. Vous avez des taux d'intérêt bas, oui, et je pense qu'ils resteront relativement bas. C'est vrai. Cela dit, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons une telle bulle, un tel niveau d'endettement au niveau aussi des marchés, des ménages français, hein, pas qu'au niveau de l'État et de l'endettement public, et pas qu'au niveau non plus des entreprises, mais aussi au niveau des ménages. Les ménages français sont très endettés. Il faut d'autant moins d'augmentation des taux d'intérêt aujourd'hui pour affaiblir d'autant plus une situation et des fondamentaux économiques qui sont mauvais qu'auparavant. Dans les années 70, vous pouviez, et dans les années surtout 80, avec Volcker, président de la Fed, vous pouviez passer les taux d'intérêt à 10 voire 20% au cœur de la crise inflationniste des années 80, enfin début des années 80 américaines. Les fondamentaux économiques étaient bons, étaient sains globalement, donc ça posait pas tant que ça de problème. Aujourd'hui, vous avez des analystes, très récemment d'ailleurs, début avril encore une fois, qui ont montré qu'il suffisait à la Fed d'augmenter ses taux directeurs de seulement 1% pour mettre déjà le marché en panique, pour déjà fragiliser sérieusement le marché. Donc aujourd'hui, vous pouvez emprunter entre 1,5 et 2% en France, mais il ne serait pas nécessaire de passer à 5% pour détruire le marché immobilier. Si on passait déjà à 2,5, 3%, et peut-être même à juste au-dessus de 2%, ça suffirait à largement affaiblir le marché immobilier en France. Donc ne vous laissez pas endormir par ces faibles taux d'intérêt. Ils sont faibles et je pense qu'ils resteront faibles parce qu'on ne peut pas se le permettre, sinon c'est la faillite de l'État et la faillite d'énormément de gens finalement, la faillite des banques, etc. Donc on ne pourra pas se le permettre, mais c'est pas pour ça qu'une petite hausse des taux d'intérêt ne suffirait pas à défoncer le marché immobilier français. Et pas que français. Voilà. Sur les autres facteurs haussiers, franchement il n'y en a pas beaucoup. Alors peut-être le fait que quand même Macron ne va pas trop toucher à la fiscalité immobilière parce que son électorat est très vieux. Donc il n'a pas forcément encore à ce stade, je dirais à très court terme, d'intérêt à se tirer une balle dans le pied en annonçant des hausses d'imposition sur l'immobilier. Mais de toute façon, donc ça je dirais que c'est peut-être haussier, en tout cas neutre à court terme. Mais de toute façon c'est quelque chose qui devra être fait à moyen terme. Parce qu'aujourd'hui vous avez deux réserves de capitaux aujourd'hui en France. Vous avez l'immobilier et vous avez les assurances vie. Et je peux vous assurer que l'État ira taper dedans. Ça, c'est à peu près sûr. On ne laissera pas passer cette manne et ce sera utilisé. On trouvera évidemment de bonnes excuses pour le faire, mais on le fera. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'à moyen terme aussi, nous ayons un défaut sur les assurances vie. Et que les jeunes générations qui se seront un petit peu énervées après une révolte, voire une révolution en France, qui n'est pas du tout impossible, décident de faire défaut aux assurances vie. Voilà. On resolvabiliserait l'État en disant écoutez, pendant des années la dette d'État a dû financer vos assurances vie, c'était indu, ce n'était pas nécessaire, c'était en gros une subvention pour les vieux. Or les vieux nous ont foutu dedans, ils nous ont mis dans la merde jusqu'au cou,
Donc tant pis, voilà. Tant pis pour leurs capitaux, terminé. On utilise ces capitaux pour rembourser une partie de notre dette. C'est tout à fait possible. On verra bien. En tout cas, soyez prudents sur le marché immobilier. J'en reparlerai sûrement dans quelques semaines pour faire un point sur l'évolution de ce marché. En tout cas, il confirme son retournement qui est apparu à l'été 2021 et je peux vous dire que pour intervenir sur le marché, je l'ai vu ce retournement à l'été 2021 après une absolue frénésie et folie. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Je dirais au premier trimestre et même deuxième trimestre 2021, là c'était vraiment la folie. Voilà, ça s'est retourné à l'été 2021 et vous savez, comme dans toutes les courbes en U, au début la dérivée elle bouge pas beaucoup, hein, on est au sommet de la courbe donc ça bouge pas beaucoup, mais maintenant on commence à voir que la descente se fait assez sérieusement. Voilà, portez-vous bien, à une prochaine.